Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Boost en marketing. Aujourd'hui, je suis avec Gaël Régnier. Bonjour Gaël, merci pour avoir accepté mon invitation. Salut Zara, bah écoute, un grand merci de m'avoir invité, j'en suis vraiment honoré. Alors pour ceux qui connaissent pas Gaël, il est auteur, conférencier, consultant en marketing. Il a un livre best-seller. Il a aussi une entreprise d'accompagnement pour la création d'offres et le marketing des infopreneurs en ligne et des coachs qui a aidé plus de 100 personnes. Il est aussi l'hôte du podcast Différenciateur Inné. Mais moi, ce qui m'intéresse, alors quand j'ai invité Gaël pour parler marketing, ce qu'il m'a proposé, c'est de parler de réseautage. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est un nouveau sujet parce que d'habitude, quand on s'intéresse au marketing, on s'intéresse plus à la création d'offres, à la publicité, au copywriting, etc. Mais on oublie la puissance du réseau. Et en plus, même si on s'y intéresse, on fait ça un peu à l'intuition. Donc aujourd'hui, je suis vraiment excitée d'avoir les réponses de Gaël par rapport à nos questions. Donc la question de ma communauté sur le réseautage et comment c'est un levier puissant pour élargir donc votre audience, votre communauté et vendre vos offres et vos services. Gaël, alors petite question qui m'intrigue depuis tout à l'heure. Tu as plusieurs cordes à ton arc, tu as fait énormément de choses, tu as fait énormément de voyages. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivé à parler de réseautage et aussi comment tu as créé cette idée, comment t'es venue cette idée de connecter les gens et les idées, justement? C'est ça, à connecter les gens et bonjour à tout le monde, donc je m'appelle Gaël Régnier, comme Zara l'a si bien dit. Il y a une chose sur laquelle voilà, j'insiste, oui, j'ai une entreprise, en fait, on aide les entreprises à avoir de la croissance et Yes. on passe notamment par un levier qui m'est très très cher, c'est le réseautage d'affaires. Le réseautage d'affaires, qu'est-ce que c'est? C'est là où justement on vient connecter les gens et les idées, comme tu l'as si bien dit. C'est Et magnifique. pour moi, en 2024, on arrive bientôt en 2025, ce besoin de connexion est vraiment essentiel, tant et si bien, c'est la mission de mon business qui est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. OK. Pour moi, ce qui est clé, c'est que les entrepreneurs connectent, se connectent entre eux et surtout comment est-ce qu'ils vont avoir la possibilité de révéler ce potentiel qu'ils ont à Mmh. l'intérieur d'eux qui est absolument gigantesque. Pour moi, ce sont tous des géants. Toutes les entreprises que je vais être amené à rencontrer et comment bien le communiquer, bien l'articuler, c'est absolument vital, et on le fait notamment par l'intermédiaire, du réseautage. C'est pour ça que je suis là, ici et ça devient, tu vois, le focus principal, de mon entreprise en termes d'acquisition. Comment aller OK. chercher, des clients à travers le réseautage. C'est à la fois pertinent et original parce qu'on envoie des promesses genre, tu atteins le 1 million par mois, tu t'expatries à Dubaï, mais grâce à, je sais pas, la publicité ou encore le copywriting ou d'autres trucs. J'ai l'impression que tu as pris un chemin un petit peu, unique qui est non pas basé seulement sur tes connaissances, mais aussi sur ton expertise du terrain. Est-ce que en fait, tu as vécu un moment précis, genre un déclic, ou un événement particulier qui t'a poussé à vraiment changer de direction et parler plus de réseautage que de simplement du marketing classique? Absolument, et très bonne question. Alors moi, il faut savoir, mes parents sont, commerçants, ils étaient VRP, donc ils vendaient des chaussettes Burlington. Pour les personnes qui connaissent les chaussettes Burlington, ça va faire écho. Et ensuite, il y avait des magasins, dans la région troyenne, des magasins, de vêtements à discount dans les magasins d'usine, et ils m'ont toujours dit une chose, ils m'ont dit: «Gaël, la chose la plus importante pour toi, dans le business, c'est ton réseau. Le réseau est la chose la plus importante pour toi». Et donc je les ai écoutés et j'ai développé mon réseau, depuis que, depuis toujours en fin de compte, surtout, et mais plus particulièrement depuis que, j'ai été employé. Donc j'ai développé mon réseau, tant et si bien qu'à un moment, sur LinkedIn, donc j'avais développé mon réseau sur, LinkedIn, j'avais, heu, j'étais dans le top 3 de mon entreprise. Faut savoir qu'à l'époque, j'étais dans une boîte, qui faisait plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui était, listée, sur les places de marché. Et donc en fait, j'ai été contacté par, les ressources humaines pour me dire: «Mais Gaël, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi?» Donc Ouais. très fort pouvoir de connexion. Et ensuite dans le business, ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour moi, ce qui fonctionnait, c'était d'aller serrer des mains. Et j'ai une expression, tu vois, Zara, qui est de dire: «Serrer des mains ouvre des portes». Serrer des mains, ouvre des portes. Ça, c'est à tatouer quelque part, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et trop souvent, en fait, on est vraiment dans un carcan de se dire: «La seule façon de vendre en 2024, si on veut scaler un business et cetera, c'est uniquement par l'intermédiaire de la pub, par l'intermédiaire, peut-être de LinkedIn et cetera». Mais en fait, il y a aussi une chose, qui est vitale, c'est comment est-ce que tu, es amené à développer,
heu, ton entreprise grâce à ton réseau. Et c'est là, en fait, il y a 3 choses qui sont particulières et ça, je vais en revenir. Alors, je vais déjà répondre à ta question, c'est quand est-ce que moi je l'ai? Parce qu'en fait, tout ça, pour moi, faire du réseau, c'est naturel. 50 de mon chiffre d'affaires vient du réseau, 75 si j'inclus également les partenariats et pour moi, c'est une évidence. Comme mes parents ont dit, quand je travaillais dans des entreprises, pour moi, c'était évident de créer des réseaux et en fait, pour moi, c'était tellement évident que je me suis dit: «Ça n'intéressera jamais personne» parce que c'est facile et il y a pas besoin de ça. Et j'étais un mastermind, d'un de mes amis qui s'appelle Romain Clamaron, Ouais. du mois d'août, dans sa retraite qui s'appelle Entrepreneur dans le cœur. Je fais un big up Romain si tu écoutes Salut Romain. Ah, il est notre génial. podcast et j'ai fait probablement le hot seat le plus court de l'histoire d'un mastermind où en fait ma question c'était et je me souviens j'étais le premier à la poser, sur la table, enfin dans le cercle et la question était, je lui dis: «Est-ce que vous pensez que ça intéresse des gens que je leur parle de réseautage?» Elle a grand silence, tout le monde se retourne vers moi, tout le monde me fixe du regard et me dit: «Oui Gaël». J'ai fait: «OK». J'ai dit: «Mais concrètement, levez la main si vous, ça vous intéresse, que moi je le vois bien». Et là, il y avait, 3/4 des personnes qui ont levé la main. J'ai dit: «Oui d'accord, Ouais. extraordinaire». Et donc, c'est parti de là et donc à partir de ce moment-là, à la place de j'ai, heu, j'ai suspendu, tu vois, mes fausses croyances alors que pour moi, le réseautage, ça fait partie de mon ADN. Justement, en fait, quand tu dis que c'est quelque chose de facile, bah, c'est justement ce truc facile peut-être pour toi, mais pas pour tout le monde. Mais le truc, c'est qu'on n'y pense même pas. On ne met pas ça au centre d'une stratégie marketing, par exemple, ou au centre d'une croissance d'entreprise. C'est un des leviers qu'on va rajouter à une stratégie globale, généralement. Il y a au-delà de ça, en fait, ce que j'adore chez toi, c'est que, bah, en fait, tu as modélisé une structure qui parle à tout le monde, quel que soit son profil, sa configuration psychologique, qui correspond à toutes les entreprises, que ce soit du coaching, de l'infoprenariat, du freelancing, du consulting. Mais c'est surtout, c'est c'est pas intuitif, même si c'est basé sur l'intuition, c'est le naturel, l'humain, la singularité. C'est ça, en fait, qui m'intrigue aussi, c'est comment tu es arrivé à partir de ce moment-là, à développer une méthode, une vraie méthode qui va permettre bah, en fait, d'exceller en réseautage, en restant soi-même. Comment je l'ai fait? Comme en fait, bah, moi je baignais dedans, donc pour moi c'était des évidences. Et je me rendais pas compte. Et là, j'ai rencontré une personne qui est spécialisée en vente et qui, en fait, a fait un décryptage de ce que je faisais. Et en fait, OK. elle est venue me voir, elle me dit: «Mais en fait, ce que tu fais, mais j'en suis impressionné». Je dis: «Je fais quoi de spécial?» Elle dit: «Bah, là, tu as fait la prise de rapport. Ensuite, tu m'as invité pour aller m'asseoir. Pareil, tout ça, ça fait partie des étapes qui sont OK. nécessaires. Je vais en séminaire avec des boîtes de chocolat. Là, j'avais des chocolats en cœur. J'étais là, tu vois, pour distribuer du love et de l'amour. Donc, j'allais voir les gens en leur disant: «Est-ce que je peux te donner un peu d'amour?» Ils étaient là: «Quoi? Tu veux me donner de l'amour? Mais qu'est-ce que tu veux dire?» Et après, je sors ma boîte de chocolat, genre je leur donne un petit chocolat, c'est très cool. Ouais. De fil en aiguille, elle me dit tout ce que je fais. Mais pour moi, ça, c'est des choses qui sont naturelles. Et en fait, ma seule façon de pouvoir le modéliser, c'est de me poser la question aux gens. Donc, la méthode que j'utilise, c'est en fait, elle vient de ce qu'on m'a expliqué, des problématiques que les personnes m'ont exprimées. Ils m'ont dit, tu vois, je te donne un exemple. La problématique numéro une qui est ressortie, c'est les personnes ne sont pas à l'aise à répondre à la question: «Et toi, tu fais quoi?» Et première grosse peur pour ces personnes-là, le souci, c'est que si tu réponds mal, enfin, c'est pas que si tu réponds mal, si toi, tu n'es pas à l'aise quand on te pose cette question et pour y répondre, bah, en fait, déjà, la relation, elle est pas, tu vas pas être à l'aise dans la relation avec la personne. Donc ça a été la première chose. Ensuite, c'est comment briser la glace. Comment Mmh. avoir cette phrase punchy qui fait que les personnes se souviennent de toi. Mmh. Et donc, c'était en fait en écoutant les personnes que j'ai pu, bah, créer justement cette méthode. Je trouve ça délicieux parce qu'il y a une copywriteuse à l'intérieur de moi qui sautille de joie comme une gamine de 5 ans et qui est en train de se dire: «Ah ouais, je suis en train de connecter les dots, les points entre, copywriting et réseautage». Dans le sens où dans le copywriting, c'est important de se tourner vers l'humain, de le comprendre. Mais
aussi dans le réseautage. Alors si on est à 100 dans l'intuitif, dans OK, je me présente et puis, le reste suivra et je suis juste dans le flow. Mais, ça va marcher pour les gens qui ont déjà cette aisance, qui savent aller vers les autres, qui savent poser des questions et cetera. Mais pour les gens qui découvrent, en fait, il y a quand même cette phase préparatoire avant d'arriver, à ce meeting ou à cette rencontre ou, voilà et puis, c'est en fait ça qui qu'on néglige. Alors, on va Mmh. répondre à ça pendant le podcast, restez jusqu'à la fin parce qu'on veut pas rentrer tout de suite dans les détails, mais je vous rassure, on va répondre à toutes ces questions. Je voulais quand même revenir sur ton histoire Gaël parce que, je sais que tu es aussi un citoyen du monde et je sais que tu as beaucoup voyagé et en tant que digital nomade, je comprends que c'est difficile quand on par exemple, quand on s'expatrie ou quand on vit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans un nouvel endroit, c'est difficile de rencontrer des gens, avec qui on se sent aligné, des entrepreneurs, de rencontrer son réseau d'entrepreneurs. Je te donne un exemple. Je suis sur Marrakech, il y a des rencontres sur le golfe, tout ça, tout ça. En fait, les entrepreneurs que je rencontre, c'est souvent, en fait, des gens qui ont de grosses boîtes multinationales avec qui je me sentirais jamais à l'aise. C'est pas du tout ma vibration. C'est pas ma couleur, si tu veux. Et du coup, en fait, comment toi, en tant que citoyen du monde, en tant que voyageur, tu découvres un nouveau réseau à chaque fois que tu t'installes, par exemple, dans un pays ou dans une ville? Très bonne question. Très bonne, très, très bonne question et ça dépend. En fait, ça va vraiment dépendre des endroits où je vais. Donc je vois quand j'étais, à Bali, là, j'ai développé mon réseau à Bali. J'y ai vécu 1 an et demi. Quand j'étais à Londres, j'avais également mon réseau, mais là, j'ai vécu 13 ans à Londres. Donc en fait, j'allais dans des événements d'entrepreneurs. Quand j'étais à Bali, je le développais par l'intermédiaire, heu, du coworking, pas du networking, du coworking dans lequel j'étais et en fait, moi, je créais des groupes WhatsApp d'entrepreneurs, donc on pouvait parler, échanger et cetera et après Bali, c'est un peu différent parce qu'en fait, il y a beaucoup d'expats et quand tu es expat, il y a une chose, c'est que c'est très, 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 très facile de connecter parce qu'en fait, on est tous, loin de chez nous et on veut tous chercher des contacts, des connexions et cetera. Donc Bali, je dirais que ça le facilite de fait d'avoir cette expatriation. Donc ça c'est très, très fort, également. Mais c'est s'intéresser aux personnes et en fait, quand tu rejoins des réseaux, il y a 2 phases qui sont vraiment importantes. C'est découvrir de nouvelles personnes, mais ce qui est encore plus important et ça, c'est très souvent négligé et oublié, voire jamais fait et c'est l'erreur que Ouais. je dirais 80-90 des personnes qui vont faire du réseautage font, c'est qu'ils ne vont jamais, jamais, jamais développer la relation et ça, c'est ce qui fait que les personnes vont passer d'une approche à une autre parce qu'ils ne vont pas aller suffisamment en profondeur dans le contact avec les humains avec qui ils sont. C'est justement la question qui me taraudait depuis tout à l'heure. Comment faire en sorte que, quand on va à un événement de réseautage et qu'on veut garder justement une relation, tisser des liens humains authentiques, il y a ça et d'un autre côté, venir préparer pour cet événement avec une intention derrière, c'est de proposer quelque chose, n'est-ce pas? Alors comment faire en sorte que, en fait, dans cette relation, on n'ait pas justement l'air intéressé, opportuniste ou vendeur ou quoi que ce soit et que ça allie à la fois humain et proposition de valeur et en fait, du coup, positionnement, business, quoi. Eh bien, c'est faire tout le contraire de ce que tout le monde fait. J'adore. Ce que la majorité des gens font et ce qui tu verras si toi tu l'as peut-être déjà vécu ou peut-être la personne qui nous écoute l'a déjà vécu, ça va la saouler, elle va savoir immédiatement de quoi je parle. C'est quand tu rencontres quelqu'un et tu le vois, il met la main dans sa poche, il te tend une carte et il dit: «Appelle-moi si tu as besoin de moi». Ouais. Erreur, 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 erreur. Là, tu es sûr de te cramer, de n'avoir aucun résultat. Quand tu veux développer des liens, il faut que tu sois utile à la personne, il faut que tu lui apportes de la valeur et surtout que tu lui poses des bonnes questions, que tu t'intéresses à elle. Tu sais, j'ai eu Miss France 2022, Diane Lair, qui me prend le téléphone des mains pour me donner ses coordonnées. Et ça, je l'ai en vidéo. Et ce qui a fait la différence entre mon approche et toutes les centaines de personnes qui allaient lui parler, c'est parce que je lui ai posé des questions.
et alors que les autres, c'était juste: «Bonjour Diane, next». Ensemble, on a dû engager une conversation, on a peut-être parlé peut-être entre 3 et 5 minutes. Ce qui est sur un événement comme ça, c'est très long. Ça change du selfie, ciao. Et Ça je me crois que fait j'ai même et je crois même que le icebreaker que j'ai eu avec elle, c'était je suis allé la voir et je lui ai dit: «Diane, je ne veux pas de photos». pas de photo, pas d'autographe, s'il te plaît? Pas de photos, pas d'autographe. Par contre, j'ai une question pour toi. Et là, surprise, Mmh. immédiatement différent des autres, engagement de la conversation. Tu sais, j'ai une phrase qui est de dire soit t'es différent, soit t'es transparent. Soit t'es différent de tous les autres, soit t'es transparent. Et si les personnes aujourd'hui n'ont pas les résultats qu'ils veulent dans leur réseau, dans leur business, c'est parce qu'ils sont transparents. Ils sont comme tous les autres, ils font comme tous les autres, un peu plus à leur sauce. La Ouais. pire chose que je peux entendre d'une entreprise, c'est quand elle vient me voir, elle me dit: «Gaël, on a regardé ce que nos concurrents ils font et on fait à peu près la même chose». Et je lui dis: «C'est pour ça que tu as les mêmes résultats de merde qu'eux et c'est pour ça que tu tires tes prix vers le bas». Et il me regarde, il dit: «Mais comment ça? Réfléchis à ce que je t'ai dit et tu le comprendras». C'est très intéressant parce qu'en plus d'un mécanisme unique, d'une proposition unique, bah, en fait, se différencier encore plus, même dans sa façon de se présenter, dans sa façon de réseauter. C'est comme ça qu'on peut, être dans sa zone de génie, c'est-à-dire, bah, en fait, créer son propre univers, mais sans réinventer la roue et ça, c'est pas possible à faire, tout seul, j'imagine. On a toujours besoin de cet œil extérieur qui nous montre nos évidences, ce qu'on ne voit pas. D'où l'importance d'avoir justement un consultant comme toi ou, quelqu'un dans son tu vois, dans ses partenaires justement qui va montrer, ses côtés cachés. Mais en fait, je reviens sur l'importance de poser des questions comme, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je vais faire l'avocat de l'autre personne, de l'autre côté. Bah, en fait, moi, quand on me pose beaucoup de questions en mode enquête, ça me ferme, ça me donne pas envie de répondre, Mmh. ça me déconnecte de la conversation. Contrairement à quelqu'un qui peut rebondir sur, mes réponses pour donner sa version des faits et cetera et cetera. Donc est-ce qu'on a des profils différents? Est-ce que je suis juste un peu atypique ou j'ai rien de spécial? C'est des choses qui arrivent? Et que, bah, en fait, poser des questions, c'est pas juste, enquêter, poser des questions en mode, tu sais, prospection sur Facebook, les trucs qui nous saoulent et on a l'impression qu'on veut juste à la fin nous vendre quelque chose. C'est quoi la nuance que j'ai peut-être pas captée, que notre audience, voudrait bien avoir en plus de juste poser des questions? Qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas qu'on te pose des questions? L'énergie que je vais mettre dans la réponse, si je sens pas qu'elle est arrivée au bon endroit, qu'elle a créé une réaction de l'autre côté, bah, en fait, j'ai l'impression de parler dans le vide, de parler toute seule ou de répondre à une enquête, de police, quoi. C'est dérangeant pour moi. Donc moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est pas que t'aimes pas les questions, c'est que t'aimes pas quand tu pas écouté. OK, intéressant. Exactement, c'est exactement ça. Magnifique. Yes. Et la différence, elle est là. C'est en fait, la question, elle pose pas la question. La personne ne va pas poser des questions pour s'intéresser à toi, elle pose des questions en ayant déjà ce qu'elle va dire en tête. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Yes. Et la différence, elle est là, en fait, c'est à partir du moment où tu t'intéresses à la personne et pas que tu parles et que tu poses des questions parce que tu te dis: «Je vais réussir à la manipuler, qu'elle me dise ci, qu'elle me dise ça». Parce qu'il y a des Voilà. gens, c'est comme ça, hein. Enfin, ils vont peut-être pas dire manipuler, mais tu sais, ils ont un objectif en tête et ils disent on en fait, à partir du moment où tu utilises des tu sais, tu pourrais dire poser des questions, c'est une technique de manipulation. OK, soit. Mais la différence, c'est quelle intention ce que tu as derrière. Si ton objectif, c'est de manipuler la personne pour que toi, tu aies ce que tu veux, toi, tu ne te sens pas écouté. C'est ce que tu viens de nous témoigner ici. Mais si tu t'intéresses authentiquement à la personne et t'écoutes vraiment ses réponses, là, t'engages profondément parce que tu as utilisé ton empathie pour engager avec la personne. Et c'est pour Et ça que l'intention, c'est la première étape, du coup. oui, ouais, c'est ça. Quelle est l'intention que tu as derrière? Mmh. Tu sais, certaines fois, tu as des personnes, elles te posent des questions uniquement parce qu'on leur a dit qu'il fallait les poser des questions, mais elles écoutent pas vraiment. Et tu sens quand la personne en face de toi, elle s'en fout. Et Ouais, tu sens aussi, tu sais, c'est un peu comme, je comprends ça. et tu certainement déjà tombé sur un mauvais commercial, enfin pas sur un mauvais commercial, on va pas dire ça, on va dire un commercial qui essaye de faire trop bien, qui a appris un script et tu vois, il est plus préoccupé à suivre son script qu'à être dans une conversation avec toi. Une conversation, c'est comme une danse. Vous Voilà. êtes 2 et toi, tu dois jouer avec cette danse. La personne
ta-na-ni-na-na et c'est comment est-ce que tu amènes ça et tu sais, on a 2 oreilles, une bouche, faut les utiliser dans cette proportion-là et c'est ce qui va faire la différence et en fait, c'est s'autoriser à être à l'aise dans la conversation, sans savoir ce que la personne va dire et souvent, c'est ça qui met mal à l'aise. En fait, juste pour parler à tous les profils qui nous écoutent, il y a des gens alors moi, c'est OK pour moi d'aller initier une conversation pour découvrir, en fait, qu'est-ce que ça va donner et voilà, c'est OK de me faire surprendre moi-même, en quelque sorte, mais on a des profils de personnes qui n'osent pas, en fait, c'est pas qu'ils n'osent pas, mais qu'ils ont pas l'habitude, ils ont pas développé la compétence de prendre cette initiative, d'aller vers les gens. Ils vont rester dans leur coin en mode passif, genre, dans un événement, par exemple, à prendre leur, apéro, sont tranquilles en attendant que quelqu'un vienne leur parler. Mais en fait, pour ces personnes-là, pour qu'ils puissent sortir de leur zone de confort, alors ils sont préparés, ils ont mis une attention, ils ont préparé, quelques questions, ils sont venus avec l'élan d'écouter l'autre personne, mais quand ils arrivent, comment dépasser la peur ou la paralysie de ne pas pouvoir aller vers l'autre, justement? Donc des personnes qui restent tout seuls, qui veulent pas, Ouais. Timide, introverti, si qui tu ont veux, peur. Très bien. Déjà la 1re chose à comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que ces personnes-là ne veulent pas aller vers l'autre? yes. Et des introvertis, j'en ai pas mal, tu vois? C'est déjà une première chose à conscientiser, c'est qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas aller vers l'autre? Quelle est la peur que tu as, qui fait que tu ne veuilles pas aller vers l'autre? Si tu te bases sur le livre de Lise Bourbeau, tu connais peut-être les 5 blessures, grosso modo, c'est les 5 blessures de l'homme, je crois que c'est les 5 Voilà. blessures qui t'empêchent d'être toi-même, le titre exact du livre. La peur qui revient le plus souvent, c'est la peur du rejet. Yes. Il y a des personnes qui vont me dire non, les personnes qui écoutent, qui vont dire: «Non Gaël, c'est pas ça». J'en ai des comme ça qui me contactent, qui me disent: «Non Gaël, c'est pas la peur du rejet». Je lui dis: «Tu tout à fait raison. À ton avis, qu'est-ce que c'est?» J'ai peur que la personne me dise: «Non». OK et un non, c'est quoi? Il a dit: «Oui, c'est un rejet». Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Première chose, c'est de conscientiser ça. OK, peut-être la personne va me rejeter. Tu as plusieurs choses alors c'est quelque chose que je travaille avec mes clients à 2 niveaux. C'est ça qui est bien important à comprendre. Quel va être, tu vois, le niveau de la peur du rejet? Et en fonction, voilà, si je vois c'est juste, elle a juste besoin d'un coup de pied au cul pour dire: «Bah, vas-y, en fait, il va rien t'arriver». Il y a certaines personnes, c'est suffisant pour qu'elles passent à l'action. Donc là, on va vraiment travailler sur, des techniques de comment rentrer dans des cercles de personnes, comment aller, peut-être identifier déjà une première personne uniquement, qui va peut-être également être toute seule, comment briser la glace et vraiment ces premières secondes d'engagement, ces 3 premières secondes d'engagement, pour vraiment connecter avec la personne sur quelque chose autre que le business. Ça peut très bien être, aller apporter un verre d'eau à quelqu'un, aller apporter un café, proposer, quand on est autour d'un buffet de dire: «Bah, est-ce que je te sers, un petit four?» ou simplement de demander: «Qu'est-ce que tu as pensé de la conférence qu'on vient de voir?» et là, c'est vraiment des questions sans enjeu business. Parce qu'il faut se dire aussi souvent, les gens dans leur tête, dès qu'on parle business, ils mettent des enjeux de ouf parce que il y a tout un inconscient collectif autour, du Mmh. business, de, l'entreprise, où on se dit: «Bah, c'est costard cravate» et on reste dans ce cadre-là. Donc comment tu vas t'autoriser à sortir de ce cadre, à le casser? Ça, c'est une première étape. Mais ça, tu vois, je le combine avec une approche qui est, je dirais connexion cœur à cœur. Mmh. En réalité, ce qui se passe, c'est comment être à l'aise en présence d'un autre être humain que tu ne connais pas. Et là, on rentre dans la connaissance et la conscience de son être. Et j'insiste bien, c'est qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et là, tu viens au-delà de comment ça s'appelle, on vient au-delà des croyances. Mmh. Là, on vient vraiment, quelle est ton identité? Comment est-ce que tu peux être à l'aise en présence d'inconnus avec lesquels vous êtes tous là pour parler de la même chose, qui est faire un événement de réseautage dans lequel chacun fasse son kiff. C'est Et là, le on vient mot-clé. chercher Ouais, pardon? le kiff pour moi, c'est un mot-clé dans ce que tu viens de dire. C'est vraiment apprécier ce moment et pas juste, se mettre de la pression, se fermer, avoir un enjeu, donc avoir un objectif à atteindre absolument, sinon on va se sentir nul. Donc le but, c'est d'être juste simplement ouvert et d'explorer. Je te laisse continuer, aller jusqu'au bout de ton idée. C'est exactement ça. C'est ce que tu dis, c'est avoir du kiff Yes. et ce qui est important, c'est de comprendre que ça se joue à 2 niveaux. Oui, les techniques, les stratégies sont importantes de les comprendre, de les connaître, mais
quand on s'arrête uniquement à ça, il va nous manquer toute la partie de relation à soi-même et c'est là où, en fait, tu vas avoir des connexions authentiques et j'insiste bien sur le mot authentique. Tout vient tout démarre de soi, tout démarre, si je puis le dire, du cœur, de son cœur, ce qui fait que ça nous permet de se connecter entre êtres humains. Ce que je disais en introduction, ma mission, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. D'abord, tu connectes avec l'humanité, avec l'être humain, avec la personne qui est en face de toi, pour ensuite révéler ton potentiel. La première étape, c'est soi avec soi-même. Ça me fait penser à une citation, je sais plus de qui disait, «Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie» et justement, c'est ça. Du coup, juste pour nuancer tes propos parce que, ben, tu sais, quand on dit aux gens aujourd'hui, surtout avec le new age, avec la nouvelle spiritualité qui s'entremêle avec le business, quand on parle d'authenticité, quand on parle d'être soi-même, on croit qu'en fait, on leur dit: «Ben, ne vous brossez pas les dents, ne brossez pas vos cheveux». Bon, c'est une façon de parler, une métaphore pour dire: «Ne soignez pas, qui vous êtes devant les autres». Non, juste être authentique, c'est pas être, spontané au point de ne pas prendre en considération certains points ou bien on peut juste arriver comme on est et puis, bah, voilà. Ceux qui nous aiment nous suivent, les autres on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est pas de l'authenticité dont tu parles, de pas se laver les dents, pas se brosser les cheveux, Yes. je dirais, c'est de pas avoir de respect Yeah. pour, notre véhicule, humain et de sortir du cadre, bah, du cadre business, enfin, du cadre de l'événement. Mais en fait, c'est juste une métaphore pour parler de, soigner son apparence, mais pas juste physiquement, mais aussi sa présentation, mais aussi son pitch, mais aussi comment on se présente au monde en général et encore plus dans le business. Est-ce que en fait, juste pour nuancer, l'authenticité, ça n'impliquerait pas quand même un certain travail pour se présenter d'une certaine manière? OK. C'est pas là, il y a quand même un gros gap là dans entre ce que tu me rapportes que les gens considèrent comme étant authentique. Être authentique, c'est pas bâcler les choses. Être Ouais, authentique, exact. c'est pas faire les choses à l'arrache. C'est pas dire: «Bah, je vais pas faire de pitch parce que c'est mon authenticité». Là, tu te bullshit, tu te donnes des excuses de merde. Non, être authentique, je vais dire souvent on emploie le mot authentique sans jamais expliquer comment l'être et pour moi, pour être authentique, il faut être authentique à propos de ses inauthenticités OK. et là, tu vas dire: «Ouais, Intéressant. mais de quoi tu parles?» Ouais, Je vais te tout donner un ouïe. exemple, j'avais une personne qui était sur un de mes accompagnements et dans un exercice, elle me disait: «Je suis ouverte à accueillir la personne en face de moi telle qu'elle est et faire en sorte que tout se passe bien Mmh. pour elle» et en même temps, dans cette phase de l'exercice, la personne prend la distance avec elle et à partir de ce moment-là, elle a conscientisé que, hem, quand la personne prenait de la distance, elle se sentait mal. Elle se disait: «Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que là?» Quand elle a conscientisé qu'en fait, d'abord, elle était dans l'accueil, elle était pas dans l'accueil pour l'accueil, elle était dans l'accueil afin d'avoir toujours la personne autour d'elle et c'est là où je parle d'authenticité. Mmh mh. C'est là où en fait, tu commences à comprendre que tu ne fais pas les choses parce que tu les fais, tu fais les choses avec un but secondaire. Exemple, je te donne un exemple. La personne qui a pas à se brosser les dents, elle a pas à se brosser les dents parce qu'elle se brosse pas les dents. Sinon, elle aurait les dents pourries, elle aurait pas de dents. On est d'accord? Elle le fait certainement parce que à un moment, elle se dit: «Non, moi je suis une rebelle ou un rebelle et c'est ma façon d'exprimer que entre guillemets "je fais ce que je veux"». Là, il y a pas rien de plus inauthentique que ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je C'est vois, pareil, ça me si fait tu ouais. et là, en fait, tu commences vraiment à rentrer dans les subtilités de ce qui se passe. Peut-être que c'est une personne où c'est je sais pas, ses parents lui ont dit toute sa vie: «Brosse-toi les dents avant d'aller parler à des gens» et lui, dans sa tête, il se dit: «Non, je fais ce que je veux, fuck, moi j'y vais sans me brosser les dents, je suis authentique, wouhou!» En fait, la personne ne se rend pas compte qu'elle agit par réaction de quelque Réaction. chose d'externe et ça, c'est important et en fait, c'est qu'il faut que ça vienne de là et là, c'est le Je cœur pour pose la ceux question parce que je rencontre qui n'ont pas la souvent vidéo. il y a un petit décalage, je pense que là, c'est bon. Je te pose la question parce que je rencontre souvent, par exemple, dans le processus de copywriting, des personnes qui me disent: «Bon, bah, écoute, moi, tu sais,
puisqu'on parle de communiquer sur soi-même. Donc, je me réveille le matin, j'ai une idée de post Facebook ou d'email, je le fais intuitivement, je suis authentique, j'ai pas envie, tu sais, d'apprendre, c'est quoi la persuasion, c'est quoi les biais cognitifs, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est être authentique. Mais être authentique, ça n'empêche pas, de faire un effort, que ce soit par rapport à soi-même, pour révéler ces parts justement de soi-même qui, ont à leur meilleur jour, mais aussi par rapport à l'autre. Et ça, c'est très important, quelle que soit la façon dont tu te présentes au monde, que ce soit à l'écrit, à l'oral, pendant des événements en vrai, donc dans le vrai monde ou bien en virtuel. C'est quelque chose, en fait, qui me fascine parce que, pour moi, l'authenticité, c'est pas un travail, à faire sur soi, c'est une découverte, une exploration, si tu veux. À chaque rencontre, oui, on se présente, oui, on a fait, tout cet effort pour bien pitcher par rapport à l'humain en face et cetera. Mais derrière, il y a toujours une exploration, surtout, surtout quand tu voyages, hein, tu rencontres de nouvelles cultures et même carrément des nouvelles facettes de toi-même. Pour moi, dans ce podcast, à chaque nouvel épisode, je rencontre encore une nouvelle version de moi que je ne connaissais pas avant. Voilà, c'est pas énormissime, c'est peut-être de petits détails, et puis on ajuste. Parfois, je tombe sur des facettes qui sont très, très cool, que je veux garder, améliorer. Parfois non, parfois, ben, par exemple, j'ai tendance à couper la parole, donc je vais plus, vouloir, travailler sur ces aspects-là pour les améliorer parce que, voilà, imparfaite. Et du coup, ben, le but, justement, on parlait de poser des questions, d'être à l'écoute, de s'ouvrir à l'autre. On parlait aussi de, ben, en fait, de rebondir avec des questions qui connectent avec l'humain en face et pas juste, qui ont un but, comme but de les convertir ou de les manipuler pour un but précis. Et maintenant, parlons de l'acceptation, en fait, de soi-même, de enfin, j'adore comment tu dis ça, de sa singularité, dans ce groupe pour réussir un réseautage. Singularité, du coup, bah, en fait, c'est aussi un différenciateur de positionnement pour une entreprise. Quand on dit singularité, c'est facile de concevoir quand on a un personal branding, par exemple. Mais quand on a une entreprise, admettons de enfin voilà, qui n'est pas dans le personal branding, qui est plus dans un aspect académie ou grande structure ou corporate ou e-commerce, même si c'est pas notre audience, mais voilà. En gros, comment on peut montrer cette singularité-là, mais pas d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue culture de l'entreprise pour, voilà, pour l'ensemble de son entreprise, de son équipe et cetera et cetera. Alors que je comprends bien ta question, donc parler de singularité, tu veux dire comment est-ce qu'une entreprise peut exprimer sa singularité quand elle fait du réseautage? Exactement, sans passer Est-ce que c'est la forcément question? par quelque chose d'intime ou de personnel, oui. OK, alors déjà la l'entreprise a travaillé sur ses valeurs Mmh. et la valeur va transpirer à travers ses employés. Si le travail est bien fait, bien évidemment en interne. Donc ce qui veut dire qu'en fait, quand les personnes vont aller y faire du réseautage, en étant elles-mêmes, ça va être déjà cadré, parce qu'elles vont être dans le respect de ces valeurs. Tu sais, il y a une chose, parce que là on parle plus, je dirais, de culture d'entreprise et de l'entité entreprise. Quand je Exact. bossais pour, des grands groupes, il y avait cette culture d'entreprise qui était, hem, présente. Concrètement, c'était quoi? La première semaine, quand on arrivait, on avait une semaine d'onboarding de, 9 heures le matin à 18 heures le soir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Où on nous expliquait, on comprenait comment fonctionnait le business. Les managers, quand ils arrivaient, je me souviens, j'avais un manager, sa première semaine, il arrivait, il micromanageait. Il était: «Ah, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment tu le fais? Dadali dada». J'ai fait: «Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait lui?» Et en fait, lui, il était pas encore formé, dans une semaine qui s'appelait le manager detox, la détox du manager, où pendant une semaine, tous les managers de cette entreprise, et quand je parle d'entreprise, c'est l'entreprise, on était plus de 5 000 employés, on générait plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, il y avait une belle croissance. Et en fait, il a fait cette semaine de manager detox, il est revenu formaté comme tous les autres managers. Et j'ai changé d'équipe plusieurs fois parce que ça faisait partie justement de ce renouvellement au sein de Ouais. l'entreprise. Et tous les managers que j'ai fait avaient exactement la même approche. Donc la culture va, je dirais, inspirer des personnes. Mais les personnes, on va leur demander qu'une seule chose, c'est d'être elles-mêmes, tu vois. Mmh. Et très souvent,
tu vas rentrer dans ce cadre de l'entreprise, des valeurs, de l'approche, et cetera. La Mais la mission, ouais. première chose à faire pour les partager, c'est d'être soi-même, c'est d'être toi-même. Parce qu'ensuite, tu sais, tu connectes d'humain à humain. Je te donne un exemple concret. J'ai eu l'opportunité de rencontrer le directeur de la Banque d'Irlande à un dernier événement où je suis allé. On a parlé de Conor McGregor. Si, pour les personnes qui ne savent pas qui est Conor McGregor, c'est une superstar de l'UFC. L'UFC, qu'est-ce que c'est? C'est des combats entre combattants qui sont dans un hexagone, dans un sport qui s'appelle le MMA. Et en fait, je lui dis: «Ah, qu'est-ce que tu penses de Conor? Est-ce que ça fait partie des personnes, voilà, qui ont une bonne réputation, en Irlande?» Il me dit: «C'est compliqué». Et en fait, on n'a pas connecté sur le business, on a connecté sur quelque chose hors business, mais qui était lié à lui, à sa culture, à son pays. Parce que je sais à quel point Conor, il est connu en Irlande, tu vois? Et c'était très intéressant qu'il me montre une facette, un visage complètement différent de la personne. Et ensuite, on a pu rentrer dans des choses plus enjeux, problématiques, et cetera, pour lui et ses équipes. Donc tu crées le lien. Forcément, tu crées le lien au départ avant de, ben, en fait, de proposer quoi que ce soit. Mais du coup, en fait, à quel moment tu sens que c'est le moment, genre maintenant, tout de suite, de proposer quelque chose? Genre, c'est un feeling, c'est quelque chose qui se prépare? Magnifique. On va éviter une erreur de réseautage, c'est ne pas vendre en direct. OK, La probabilité que tu vendes quelque chose lors d'un réseautage, elle est extrêmement infime. La seule chose que tu proposes, c'est, un appel après l'événement. yes. Fait sens? Ouais. Je t'ai déjà entendu dire qu'il faudrait beaucoup plus que 5, 6 relances avant de signer un contrat. Moi, personnellement, en fait, j'ai pas envie d'être insistante. Donc quand je suis dans un événement, bah, je connecte, après je propose, après si c'est pas le bon moment, bah, en fait, je garde contact, mais sur les réseaux sociaux, par exemple, pour continuer à voir la valeur que je vais apporter ou voilà, pour que l'invitation derrière se fasse spontanément par la personne. Mais je garde toujours en tête cette idée, cette envie, cet élan d'être top of mind quand on va penser à des copywriters. Oui. Très bien. Est-ce que il y a une autre façon de faire pour quelqu'un, par exemple, parce que copywriter, je peux pas quand même, signer énormément de clients, mais pour des vendeurs de formation, pour des coachs, pour des thérapeutes, c'est différent. Est-ce qu'il y a une démarche à suivre pour relancer, pour garder ce contact ou bien on garde, juste spontanément et puis, on reteste, sa chance? Très bonne question. Déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'une vente va se faire entre 7 et 11 relances. Il y a Google qui avait fait une étude qui s'appelle ZMOT, Z-M-O-T, qui signifie Zero Moment of Truth. Et ils avaient découvert, donc après avoir analysé avec toutes leurs data, données, les ventes, qu'il y avait 3 métriques clés pour générer une vente. C'est 7, 11, 4. Donc 7, qu'est-ce que c'est? C'est 7 heures de contenu. Mmh. Qu'une personne achète, OK, elle doit avoir consommé 7 heures de contenu. 7 heures intéressant. de contenu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire écouter un podcast, regarder une vidéo, avoir lu un email, être venu sur ton webinaire, lui avoir envoyé des messages, sur WhatsApp, sur Messenger, et cetera. Être venu sur un appel de qualification, l'avoir rencontré lors d'un événement de networking, et cetera, et cetera. En moyenne, c'est 7 heures. Point numéro 2, le 11, c'est d'avoir 11 interactions différentes avec la personne. C'est peut-être elle va avoir regardé 2 podcasts, elle va peut-être avoir vu 3 webinaires, elle va avoir, commenté, sous une de tes publications sur LinkedIn, et cetera, et cetera. Et le 4, c'est 4 canaux différents. Donc 4 canaux, ça peut être le podcast, LinkedIn, tes emails et Zoom si elle a pris un rendez-vous. Donc les façons de faire, elles sont multiples, je te dirais. Ça peut être, tu peux les rentrer dans un groupe. En fait, ça fait partie des choses, voilà, que je vais voir avec mes clients. C'est qu'est-ce qui est adapté à toi? Ouais. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi en particulier? Je vais pas te donner, tu vois, une façon, faut que tu fasses comme ça, tu es sûr que ça fonctionne. Si t'aimes pas LinkedIn, je vais pas te dire d'aller sur LinkedIn pour faire un suivi avec la personne. Si toi, tu es plus téléphone, bah, prends la personne au téléphone. Peut-être que tu vas être envoyer des audios à la personne, peut-être que c'est envoyer des vidéos à la personne. Tout ça, c'est ce qui va te démarquer et te différencier de tes concurrents, des autres personnes qui font des choses similaires à toi. J'aime beaucoup cette notion de personnalisation. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'intéresse de très près. Juste, enfin, voilà, récemment, je m'intéressais au design humain. C'est une pratique que je viens de découvrir.
Bah, avant, j'avais plein de préjugés sur le sujet, mais du coup, grâce à une collaboration, bah, je m'y suis intéressée sérieusement. J'ai découvert qu'on avait ce qu'on appelle des stratégies par rapport à chaque profil. Donc, tu as des profils manifesteurs, des profils générateurs, des profils projecteurs, et pour chaque profil, ils ont un centre d'énergie particulier. Donc, il y en a qui sont plus émotionnels, d'autres qui sont plus dans l'énergie, la persévérance, la constance, d'autres qui ont besoin d'attendre l'invitation parce que s'ils vont vers les autres, ils sont très forts en connexion en un à un, mais s'ils vont vers les autres, ils vont saouler les gens en proposant des choses, donc ils doivent absolument poser des Mmh. questions et attendre l'invitation. Je suis en train de regarder ça de près pour ma stratégie plus marketing sur les réseaux sociaux, mais voilà, c'est une autre astuce pour personnaliser, c'est pas la seule. Il y en a 7 milliards. Il y a, l'énéagramme, il y a les archétypes de la conscience collective et cetera. Mais ce que je kiffe, avec ta méthode, avec tout ce que tu as partagé, que ce soit dans ce podcast ou dans ton podcast ou sur les réseaux sociaux, c'est la simplicité, en fait. C'est que tu simplifies les concepts, que tu as modélisés dans ta méthode pour vraiment, réussir à faire du réseautage un levier pour créer des partenariats gagnants pour une croissance exponentielle. Donc sur le long terme, finalement, on fait pas d'efforts. C'est un moment de kiff qui va créer des opportunités, et qui vont nous surprendre. Mais du coup, pour le côté personnalisation, pour le côté, et moi, comment je vais faire à cette étape-là de mon entreprise, on a besoin d'une consultation privée avec toi ou d'entrer en contact avec toi. Comment tu procèdes en vrai, concrètement, dans ton offre, quoi? Bah, la première étape, c'est de prendre une consultation avec moi parce que chaque entrepreneur et chaque entreprise va être différente et unique. Yes, Et je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui vont avoir testé un petit peu tout ce qu'on va leur dire. Ils vont yeah. avoir testé: «Ah, la façon machin, c'est d'aller dans les groupes Facebook. Mmh. La façon truc, c'est de faire du LinkedIn» et cetera. En fait, l'approche, elle va pas leur correspondre. Tu vois? Une personne qui n'aime pas rencontrer des gens, qui est l'ermite le plus complet, ça a rien de lui dire d'aller faire du réseautage. Ça va pas fonctionner. Par contre, dès que tu es intéressé, dès que tu as cette fibre humaine, pour moi, le réseautage est un pilier qui est essentiel. Qui est essentiel, qui va t'apporter, bah, on va être clair, des clients, qui va t'apporter des partenaires et surtout qui va booster ta notoriété en étant interviewé, bah, par exemple comme ce que tu fais là maintenant. On se connaissait depuis, on se suivait sur les réseaux sociaux depuis, Ouais, des années. ouais, Tu m'as vu, je suis intervenu au sein de la communauté privée, de Matteo Venturi, exactement. de Mind Parachute et ensuite ça a mené sur cette conférence aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un pilier, tu vois, qui est absolument essentiel. C'est un incontournable. Mmh. Maintenant, la chose qui est clé, c'est de savoir l'adapter à la personne. Est-ce que tu vas faire un réseautage par semaine? Est-ce que tu vas aller dans certains événements? Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Comment est-ce que tu vas faire ton suivi? Et cetera, et cetera. Mais surtout le plus important et moi j'ai des clients qui me sont sentis libérés quand ils ont arrêté de faire leur groupe Facebook qui leur pompait une énergie de dingue. Parce qu'ils disaient: «Ouais, ça je m'y sens pas en fait». Je suis l'exemple vivant. J'ai fermé mon groupe Facebook et ouah, quel soulagement. Mais je connecte différemment, quoi. Et c'est ça qui est essentiel. C'est pour ça, oui, moi je suis là pour te parler du réseautage. Oui, je suis convaincu que c'est nécessaire pour toutes les entreprises parce que concrètement, on ne fait jamais rien seul. La personne qui pense qu'elle fait quelque chose seule, heu, c'est elle vit dans une autre dimension. Le simple fait, tu as internet là pour se connecter là, il y a des personnes qui ont mis des câbles, il y a des personnes qui ont créé le logiciel qu'on utilise, il y a des personnes qui ont créé le micro que j'utilise, des personnes qui ont fait, ce polo, il y a des personnes qui ont fait ce stylo et cetera. Et ça, c'est important de le comprendre. Et le réseau, c'est une chose, c'est que ça te permet d'avoir le contact humain le plus puissant et le plus rapidement. Tu sais, quand, je te parle là de clients, partenaires et notoriété, est-ce que tu peux avoir des clients avec de la pub? Oui, généralement, la pub, c'est fait pour ça. Mmh. Quelle est ta probabilité d'avoir des partenaires en faisant de la pub? Sauf si tu fais de la pub pour avoir des partenaires, hein, et encore. Et point Ouais. numéro 3, c'est quand la dernière fois que tu as réussi à booster ta notoriété avec de la pub?
à être invité dans clairement. des podcasts. À part Tai Lopez qui fait de la pub pour qui te dit: «Je invite-moi sur ton podcast et tu vas exploser». Par lui, j'ai jamais vu, tu vois? Et donc le réseau, c'est le seul qui est amené à t'apporter tout ça et surtout la connexion se fait extrêmement plus rapidement parce que tu sens la personne et ça fait toute la diff. Justement, j'allais te demander, à part le chiffre d'affaires, ben, tu m'as dit au départ, 50 de ton CA cette année, c'était du réseautage. Donc à part cet avantage-là, est-ce que tu as eu d'autres avantages collatéraux? À part les partenariats, le chiffre d'affaires, le côté business, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter ou des relations qui sont tissées, amicales ou autres? Mais oui, tu re tu rencontres des gens fantastiques. Tu vois, il y a quelques, semaines de ça, j'ai un de mes amis qui s'appelle Mickaël Renaud, qui Ouais, fait de ouais. la que j'ai rencontré sur un mastermind, qui fait de la bourse. D'ailleurs, Mika, si tu nous écoutes, je te fais un big up et par l'intermédiaire du réseau et le mastermind. Pourquoi? Parce que j'ai su lui apporter de la valeur. C'est pour ça qu'on passe du temps ensemble. Mais c'est au-delà de ça. Un autre exemple, je me suis marié, cette année Bien. et donc on s'est marié en Indonésie. En tant que Français, pour se marier en Indonésie, je devais passer par l'ambassade française et je devais déposer des dossiers et en temps et en heure pour être autorisé à me marier, pour avoir un bon papier. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment très, très, très limite, mais j'avais développé un réseau à Bali qui m'a permis en, 2-3 messages d'être en contact avec le je crois ça s'appelle soit c'est l'ambassadeur, soit le consul. Je confonds, la fonction d'ambassadeur et de consul. J'y pige rien non plus. Hein? J'y pige rien non plus, je sais pas qui fait quoi. C'est OK. Et donc, j'étais en contact avec, l'ambassadeur ou le consul honoraire de la France à Bali, qui m'a mis en relation avec la bonne personne à Jakarta où il pouvait traiter ma demande. Énorme, mais c'est Ça, c'est sans le c'est réseau, énorme. ça aurait pris du temps. Ça Tant aurait et si bien traîné, des qu'on mois. a eu le Ouais. hein? Ça aurait traîné des mois et des mois avant d'avoir une réponse, quoi. Et on a eu le papier 24 heures avant le mariage. Même. Ouais, donc c'était très utile de pouvoir actionner ces leviers-là Ouais. et donc c'est quand même, ça fait partie, tu vois, de ce que ça C'est t'apporte en génial. plus. Et c'est des relations, c'est des personnes de confiance, c'est des réflexions qui sont différentes, c'est des personnes à qui te confier quand tu as des coups de down, qui sont à ton écoute et c'est ça qui fait vraiment toute la différence. C'est ce qui te fait gagner un temps énorme, sur un repositionnement business, sur une stratégie, sur, quelque chose en particulier et cetera. Même jusque-là, des personnes qui peuvent te donner un coup de main. Là, j'ai une armoire avec, où on a un problème de roulette qui s'est démontée. Maintenant c'est un ami. Il me dit: «Ouais, Gaël, t'inquiète pas, je te la répare» et là, il me l'envoie par la poste Yes. et en fait, c'est tout ce que ça peut t'apporter sur la connexion humaine. En plus de l'énergie du groupe qui nous booste à chaque fois. Moi, c'est ce que je ressens après chaque épisode du podcast. Après, j'y vois aussi d'autres avantages parce que, ben, je sais pas si tu connais, mais bien sûr que tu connais Leila Hormozy. Donc c'est la conjointe du fameux Hormozy, qui racontait dans son storytelling comment son coach de vente lui a suggéré d'aller faire des datings pour apprendre la vente, en one to one. Et en fait, moi, je fais le lien avec le réseautage. Je me dis que, en dehors de l'aspect dating qui va bien entendu être amélioré pour les célibataires qui nous regardent, parce que ça t'apprend à être à l'écoute, à poser les bonnes questions et du coup à séduire. Bah, en fait, il y a aussi l'aspect vente en one to one, donc l'aspect, aussi closing où, plus tu es en direct, au contact avec l'humain, plus tu comprends les mécanismes rationnel et psychologique, plus tu apprends à regarder, observer et plus tu as, de cordes, dans ton arc pour aller proposer, pour aller, persuader et donc que ce soit à l'écrit, donc dans le copywriting pour les copywriters qui nous regardent ou bien aussi, ben, à l'oral quand tu es en train de vendre, par exemple ou même carrément quand tu es en train de coacher ton équipe de vente, tu sais exactement comment créer ce lien qui est indispensable donc voilà, j'y vois énormément d'avantages, Mmh. après aussi le fait d'être au contact avec,
avec un cercle, d'entrepreneurs, en fait, ça te permet aussi d'avoir une nouvelle vision qui te permettrait peut-être de créer de nouvelles offres parce que là, par exemple, tu es mon invité dans mon podcast. Juste avant, on parlait de mon audience, on parlait des freelance copywriters qui viennent de se lancer et qui généralement, en fait, ils utilisent que LinkedIn, pour réseauter alors que LinkedIn, ça prend généralement très longtemps avant de créer une certaine crédibilité, de l'autorité, avant de pouvoir recevoir des invitations ou convertir. Alors que le réseautage, ça ouvre, plein de portes, du coup. Enfin non, tu le sais peut-être pas, mais moi j'ai commencé en tant que copywriter il y a de ça 6-7 ans donc Ah bon? OK. ouais et j'ai été amené à écrire, pour des personnes, très connues. Des personnes j'ai été amené à écrire pour Julien Musi. Julien, je l'ai rencontré en événement. J'ai Yes. été amené à écrire, pour des personnes comme, Caroline Artaud, Yes. comme, Roger Lannoy, avec Christopher Wengen et cetera. J'ai été amené à faire du consulting sur des webinaires pour, Tammy Cabage et cetera et ce qui se passe, c'est que tout est passé par le réseau. Mmh. Tout est passé par le réseau. Il y a un moment et sans mon réseau, je n'y serais pas arrivé. Soit parce qu'on m'a recommandé, soit parce que j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait quelqu'un et d'ailleurs, c'est très souvent passé comme ça. Si j'étais en contact avec Caroline, j'étais pas en contact direct avec lui. Je suis passé par quelqu'un qui le connaissait et qui m'a mis en contact avec lui et en fait, on pense souvent réseautage, vente immédiate et erreur monumentale. C'est c'est en fait, tu te crées ton premier cercle, mais ce qui est encore plus important et c'est là où ça devient exponentiel, c'est quand tu connectes avec les bonnes personnes de ce premier niveau qui, elles, vont avoir toutes les connexions. Ouais. Ouais, c'est exactement ce que j'ai vécu, l'année dernière sans même aller le chercher avec, Laurent Marchand, par exemple, qui m'a ramené un contrat à l'année de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour le copywriting d'un de ses clients à lui, juste parce que, en fait, ça fait, je pense 2-3 ans qu'on est en contact après, une mission avec lui et du coup, c'est du plus parce que en plus de ça, tu pas mis de l'énergie pour aller chercher ces contrats-là. Tu pas fait de la publicité, t'as pas fait de post de lancement ni quoi que ce soit et c'est souvent les meilleurs contrats pour moi en tant que freelance. Les meilleurs contrats sont les contrats qui viennent suite à une recommandation, soit par un client avec qui j'ai déjà bossé ou bien par quelqu'un, tu vois, qui me connaît, depuis longtemps ou alors par, des agences, hein. Mais les agences, tu te fais remarquer rapidement quand tu es en contact du bon profil qui travaille dans une certaine agence. Et du coup, je pense que en tant que freelance, pour les freelances qui nous regardent, des personnes qui veulent se spécialiser dans le copywriting, commencez pas par les réseaux sociaux, commencez par le réseau d'abord, par créer des liens sociaux et ensuite, en fait, ça va aussi se refléter dans votre communication sur les réseaux sociaux parce que vous aurez pas comme mission sur les réseaux sociaux de rédiger des posts pour convertir, mais plus de connecter à l'humain derrière les écrans, de dépasser les claviers pour aller vraiment toucher le cœur. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On commence toujours avec le cœur et surtout kiffer, quoi. C'est le kiff, c'est important et d'ailleurs quand on parle de kiff, je sais pas si c'est juste mon imagination, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'entre en contact avec quelqu'un avec qui ça va pas marcher, je vais le ressentir. Je vais pas kiffer. Je vais en fait avoir de la pression, de me dire: «Mais putain encore, je dois sortir, aller à l'hôtel ou au café pour rencontrer tel ou tel» et finalement, ça se passe mal. Ça se passe Mmh. mal parce que je me suis pas écoutée, parce que ça se passe mal parce que finalement quand je rencontre la personne parce que oui, c'est des choses qui arrivent, ça peut mal se passer. Ça on peut rencontrer quelqu'un qui correspond pas du tout à notre profil ou avec qui ça va pas du tout connecter. J'ai envie de dire que c'est OK aussi, mais qu'est-ce que tu en penses quelle est ta perspective sur ça? Bonne question. Parce qu'il y a 2 choses à prendre en considération. C'est est-ce que ça se passe pas bien parce que ça devait pas bien se passer ou est-ce que ça s'est pas bien passé parce que tu étais déjà allé en te disant que ça allait mal se passer, en fait, tu ne viens que valider ce que tu avais déjà projeté? Non, pas du tout. En fait, tu sais, j'ai une méthode, une façon d'être et d'agir qui n'est pas comme tout le monde et enfin, tout le monde est comme ça, j'ai envie de dire, donc on est tous uniques. En fait, par exemple, l'année dernière, j'avais eu, un début d'association avec un grand marketeur que je respecte, qui insistait à chaque fois pour qu'on travaille ensemble. Je refusais parce que j'avais ce ressenti que ça allait mal se passer. Du coup, finalement, j'ai accepté parce que quand même l'association était attrayante d'un point de vue, purement, résultat et marketing. Quand je me suis lancée,
ça a pas confirmé, mes croyances, ça a confirmé mon ressenti parce que dans la méthode de communiquer, d'interagir, ça s'est mal passé parce que la personne a été, finalement très, on va dire, elle manquait de respect au point d'être insultante sur quelques points. C'était le type de profil qui va juste, te faire, te piquer, tu sais, pour te faire sentir diminué, pour montrer à quel point tu as besoin de lui. Genre, toi, tu sais rien, toi, au lieu de te booster énergétiquement, c'était quelqu'un qui va tu vois, te drainer énergétiquement pour que, tu aies toujours cette impression d'avoir besoin de lui. Mais j'ai vérifié ça sur 3 mois de collaboration, pas sur une première rencontre. Donc finalement, je me suis dit: «Putain, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû écouter mon intuition dès le départ». Parce que oui, l'expérience était très intéressante. Aujourd'hui, au moins, je sais qui est en quelque sorte mon anti-avatar, donc qui est déconnecté de l'humain, qui a pas les mêmes valeurs que moi, qui place l'argent avant le cœur. Mais voilà, c'est quand même intéressant d'écouter son ressenti, son intuition, sans faire taire la raison et la logique, quoi, à mon Mmh. avis. Ah, absolument, absolument. Quand ça se passe pas comme on le désirait, justement parce que, ben, on disait tout à l'heure, souvent on va pas vers les autres parce qu'on a peur d'être rejeté ou d'être critiqué ou jugé. Bah, en fait, quand la réalité valide cette peur-là, quand la réalité Mmh. valide le fait que oui, on va rencontrer les gens et parmi les 50 personnes dans un événement, il y en a 2 qui vont nous rejeter, qui vont nous voir de haut, par exemple, si on est débutant en freelance, quoi que ce soit. Comment gérer ce genre de situation, désagréable, pour l'ego et pour, et voilà. Bonne question. Parce que déjà souvent, faut voir à quoi est liée la peur du rejet, tu vois? Alors, si tu es dans une peur du rejet chronique, et tu parles à personne, va consulter. Si c'est juste quelque chose que tu as ici et là et ça t'arrive, bah, c'est en fait, souvent la peur du rejet, c'est qu'on a envie de plaire et c'est être OK de ne pas toujours plaire. Donc en fait, souvent ce qu'il va y avoir derrière ça, c'est un besoin d'amour et de reconnaissance Yes, et c'est de se rendre compte de ça, donc c'est venir le travailler déjà de toute façon quand tu es entrepreneur, je pense. Enfin, pas que entrepreneur, quand tu es un être humain, c'est venir travailler ces blessures de rejet que tu peux vivre et puis ensuite, sinon sur un point de vue vraiment pratico-pratique, c'est de te rendre compte, bah, c'est d'être à l'aise avec le rejet et de te rendre compte que si la personne ne t'a pas rejeté toi, elle t'a peut-être rejeté, ton idée, peut-être rejeté un projet et cetera qui va pas lui correspondre et te dire qu'il y a, many fish in the sea, il y a beaucoup de poissons dans la mer exactement, yes. et C'est donc ça qui est normal finalement, de pas plaire à tout le monde, c'est ça la normale. C'est OK, ouais. tu sais, tu peux pas plaire à tout le monde. C'est marrant, ça fait partie de mes cartes, celles que j'ai au dos de mon téléphone. J'ai des cartes de podcast qui sont vraiment très uniques et qui qui déclenchent des foules, dans des événements où j'ai des personnes qui font la queue pour prendre mes cartes de visite, ce qui est assez extraordinaire Magnifique. et en fait, c'est, de se rendre compte, voilà, tu peux pas plaire à tout le monde, ne pas le prendre personnellement. Justement, les gens, ils ont leur vie, ils ont leur truc à eux et au fond du fond, ils s'en foutent de toi, ils pensent qu'à eux et ils ont rien contre et en même temps, ils ont rien contre toi, tu vois? Ils ont leurs Yes. histoires, ils ont ce qui se passe dans leur vie et cetera et ça, c'est ce qui se passe plus régulièrement que d'avoir un truc vraiment contre toi. Souvent, on pense qu'on est, surimportant, alors qu'en fait, on l'est pas et les Prends gens, ils ont jamais leur rien truc à eux personnellement. et c'est aussi de se rendre compte que, c'est pas la fin du monde, il y a d'autres personnes qui vont être là autour et bah, si on te dit non là, si on te ferme une porte, tu sais, il y a un truc, c'est un tu peux inverser ça en disant merci à l'univers, à la vie, au monde. En me disant: «Bah, je te remercie de m'avoir fermé cette porte-là, ça veut dire que je ne devais pas y aller et qu'il y avait autre chose de plus opportun pour moi». C'est une protection. Gaëlle, avant de te dire au revoir, mais j'ai pas senti le temps passer, c'était extraordinaire. J'ai encore énormément de questions, mais voilà, on a dit l'essentiel et j'invite les gens qui te suivent, enfin qui nous suivent aujourd'hui à entrer en contact avec toi sur LinkedIn, Gaëlle Régnier. Mais aussi d'aller écouter le podcast Différenciateur Inné que j'écoute personnellement, qui est plein de pépites et aussi une vision originale sur le marketing, la création d'offres, la singularité, comment révéler son potentiel en tant que, qu'entrepreneur grâce au réseau justement et plein d'autres pépites, plein d'autres parenthèses. Gaëlle, est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser aujourd'hui?
et que j'ai pas posée, à laquelle tu aimerais répondre? Très bonne question. Il y a une question que j'aurais aimé que tu me poses et que tu ne m'as pas posée. Non, j'allais dire pourquoi est-ce que je fais ce que je fais et je pense que on va partir sur ça pour conclure. Je l'ai abordé plusieurs fois, Ouais. mais ça aurait été cette question-là, tu vois? Gaël, j'ai une question. Oui, Zara. Pourquoi est-ce que Magnifique. tu fais ce que tu fais? Merci de me la poser, Zara. Avec plaisir. Pourquoi je fais ce que je fais? C'est tu vois, derrière tout ça, moi, il y a une chose, c'est que, heu, quand j'étais jeune, j'ai vécu enfin, quand j'allais au sport, on me tapait dessus, je revenais avec les épaules bleues à la maison et à la maison, on me disait grosso modo, que ce que je faisais, c'était jamais assez bien, qu'on faisait mieux que moi, à mon âge et que je devrais faire mieux. Donc en d'autres termes, pour résumer, j'étais harcelé quand j'étais à l'école, j'étais rabaissé quand j'étais à la maison et tu vois, malgré ça, j'ai réussi, ça s'arrêtait pas là. J'avais ma prof de français qui me disait, heu, que j'étais un cas désespéré en français. En fait, j'ai quand même réussi à écrire un livre, à coécrire un livre qui est best-seller, ce que tu disais en introduction. J'ai un bégaiement, je donne des conférences devant des centaines de personnes et j'avais, tu vois, ce harcèlement et puis être rabaissé où en fait on passe d'être premier de la classe à la moyenne et donc pas trop se être visible. J'ai quand même bossé, tu vois, chez Microsoft. À 22 ans, à 25 ans, je lançais mon premier satellite. J'ai bossé dans de l'immobilier de luxe et en fait, mon message, c'est de dire que c'est possible, en fait. Que si moi je l'ai fait, les gens peuvent le faire et on a tous à l'intérieur de nous cette, ce potentiel extraordinaire qui ne demande qu'à être révélé. Clairement. Magnifique, Et extraordinaire. tu vois, c'est pour ça que je fais ce que je fais, donc j'ai cette partie-là, plus la partie de connexion. Tu me disais que tu étais à Marrakech. Dans ma jeunesse, j'ai été éduqué et élevé par, 10 personnes différentes en plus de mes parents, OK, dont pendant 4 5 ans une famille de Marocains. magnifique. Yes. Où j'ai eu, les, 2 sœurs et un frère qui étaient là justement, tu vois? Et qui m'ont ouvert les yeux à tout ça et c'est vraiment, tu vois, cette partie de connecter l'humanité, Ouais. moi qui me motive et je me souviens, j'avais une de mes ex qui me disait: «Mais Gaël, c'est pas possible! Ça marche pas comme ça!» Et je l'écoutais et puis là, tu vois, je me dis: «Bah, en fait, fuck et allons-y», tu vois? Donc et le réseautage pour moi est la meilleure chose qui puisse justement combiner les 2. C'est fascinant comme parcours. Encore une fois, pour les personnes qui nous suivent, qui se disent que: «Non, c'est pas pour moi le réseautage, moi je suis introvertie». Bah, voilà, en fait, l'idée, c'est de reprendre cette, position de souveraineté, d'oser aller explorer, de nouvelles rencontres. Mais ça va être une compétence à développer, pas juste, quelque chose, où on peut pas se juger comme étant inapte à réseauter avant de l'avoir testé. Donc, mon propre conseil, c'est de tester. Personnellement, bah, en fait, j'étais introvertie, en tant que copywriter, j'étais derrière mon écran tout le temps et quand je me suis ouverte à faire des podcasts, ben, les premiers moments, c'est toujours difficile, mais après, j'ai plus envie de raccrocher comme aujourd'hui parce que c'est tellement, tu vois, c'est tellement excitant. La connexion humaine, en fait, c'est délicieux, c'est succulent et aussi cette idée de s'ouvrir à une nouvelle vision du monde à chaque rencontre, parce que chaque personne que tu rencontres va avoir une vision unique. D'autant plus que pour toi, ça a été dès l'enfance avec, ben, la multiculturalité, de ton éducation, mais aussi pendant tes voyages. Donc c'est vraiment une richesse à ne pas négliger, à côté de la richesse financière que ça va t'apporter, sur le moyen ou long terme. C'est aussi une richesse à découvrir en soi ou à l'extérieur de soi et encore une fois, ben, connectez-vous avec Gaël, c'est peut-être votre premier pas, justement, pour commencer à réseauter. Si vous avez déjà un podcast, si vous avez déjà une audience de clients à qui vous voulez offrir cette valeur que vous avez obtenue aujourd'hui, bah, Gaël peut assister, j'imagine, selon, la proposition, après étude de la proposition, bien sûr, à vos ateliers. Si vous avez une entreprise, qui offre des formations en présentiel, peut vous apporter aussi ces pépites, mais d'une façon encore plus précise, avec plus de précision pour votre entreprise, de valeur. C'était Zara H avec Gaël Régnier. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Boost en marketing. Je vous retrouve pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous dis, devenez irrésistible, mais à votre façon, toujours respectez votre singularité et à très bientôt. Bye bye.